Bonjour à toutes et à tous. Je l'ai dit maintes fois et maintes fois sur YouTube mais aussi sur Instagram que j'étais un grand adepte de Marguerite Yourcenar, que j'avais un profond respect pour cette personne, à la fois dans ses textes et dans ce qu'elle était en dehors de ses mots. Et pour changer un peu après la critique que j'ai faite sur ma chaîne à propos de l'œuvre noire, qui était plus une éloge qu'une critique, il faut le dire, j'avais envie de vous parler de Alexis ou le traité du vain combat, un texte qui est antérieur à l'œuvre noire et à Mémoire d'Adrien. Cependant, je me suis dit que j'aimerais bien adopter un format qui change un peu, sachant que ça aurait été ressemblant à ce que j'ai déjà fait. Pour ce faire, je me suis dit que le mieux serait d'utiliser les mots de Marguerite Yourcenar, c'est-à-dire que je vous propose d'écouter ma lecture de 3 passages plus ou moins longs de Alexis ou le traité du vain combat, qui sont des passages que j'ai bien aimés, que je trouve beaux, et qui j'espère vous donneront envie de lire du Marguerite Yourcenar, et éventuellement vous feront découvrir des beaux textes. Même si vous ne les lisez pas, vous aurez au moins entendu quelques phrases d'elle. Pour commencer un beau roman, il faut un bon incipit, et c'est donc ce que je vais vous lire là tout de suite, parce que je ne suis pas foulé beaucoup pour sélectionner ce passage, pour la simple et bonne raison que je trouve l'incipit de Alexis ou le traité du vain combat particulièrement accrocheur, et qui, la première fois que je l'ai entendu, puisque je ne l'ai pas lu, je l'ai entendu sur Audible, l'extrait gratuit qu'on peut avoir. La voix du comédien m'a extrêmement bien accroché, et à chaque fois que je lis ce passage à l'écrit, j'ai encore la voix du comédien qui résonne dans ma tête, et qui donne un charisme à ces mots, à ces premiers mots. Alors évidemment, je ne suis pas comédien, je ne vais pas vous retranscrire les mêmes sensations, mais tout du moins vous aurez les mots. Cette lettre, mon ami, sera très longue. Je n'aime pas beaucoup écrire. J'ai lu souvent que les paroles trahissent la pensée, mais il me semble que les paroles écrites la trahissent encore davantage. Vous savez ce qui reste d'un texte après 2 traductions successives. Et puis je ne sais pas m'y prendre. Écrire est un choix perpétuel entre 1000 expressions dont aucune ne me satisfait, dont aucune, surtout, ne me satisfait sans les autres. Je devrais pourtant savoir que la musique seule permet les enchaînements d'accords. Une lettre, même la plus longue, force à simplifier ce qui n'aurait pas dû l'être. On est toujours si peu clair dès qu'on essaie d'être complet. Je voudrais faire ici un effort non seulement de sincérité, mais aussi d'exactitude. Ces pages contiendront bien des ratures, elles en contiennent déjà. Ce que je vous demande, la seule chose que je puisse vous demander encore, c'est de ne passer aucune de ces lignes qui m'auront tant coûté. S'il est difficile de vivre, il est bien plus malaisé d'expliquer sa vie. Rendons-nous à la page 59 de l'édition Folio que j'ai pour poursuivre la lecture de passage, et donc lançons-nous dans la lecture de ce second passage. La première conséquence de penchant interdit est de nous murer en nous-mêmes. Il faut se taire ou n'en parler qu'à des complices. J'ai beaucoup souffert, dans mes efforts pour me vaincre, de ne pouvoir attendre ni encouragement, ni pitié, ni même ce peu d'estime que mérite toute bonne volonté. Je n'avais jamais eu d'intimité avec mes frères. Ma mère, qui était pieuse et triste, avait sur moi des illusions touchantes. Elle m'en aurait voulu de lui ôter l'idée très pure, très douce, et un peu fade, qu'elle se faisait de son enfant. Si j'avais osé me confesser aux miens, ce qu'ils m'eussent le moins pardonné, ça aurait été précisément cette confession. J'aurais mis ces gens scrupuleux dans une situation difficile, que l'ignorance leur évitait. J'aurais été surveillé, je n'aurais pas été aidé. Notre rôle, dans la vie de famille, est fixé une fois pour toutes, par rapport à celui des autres. On est le fils, le frère, le mari, que sais-je. Ce rôle nous est particulier, comme notre nom, l'état de santé qu'on nous suppose, et les égards qu'on doit ou ne doit pas nous montrer.
Le reste n'a pas d'importance. Le reste, c'est notre vie. J'étais à table, ou bien dans un salon paisible. J'avais des instants d'agonie où je me figurais mourir. Je m'étonnais qu'on ne le vit pas. Il semble alors que l'espace entre nous et les nôtres devienne infranchissable. On se débat dans la solitude comme au centre d'un cristal. J'en venais à penser que ces gens étaient assez sages pour comprendre, ne pas intervenir et ne pas s'étonner. Cette hypothèse, si l'on y songe, pourrait peut-être expliquer Dieu. Mais lorsqu'il s'agit des gens ordinaires, il est inutile de leur prêter de la sagesse. Il suffit de l'aveuglement. Quelques pages plus loin, à la page 107, commence la troisième et dernière citation que je voudrais lire dans cette vidéo, et elle commence ainsi. Mon caractère changeait. Je devenais fantasque, difficile, irritable. Il semblait qu'une vertu me dispensât des autres. Je vous en voulais de ne pas réussir à me donner ce calme, sur lequel j'avais compté et que je ne demandais, mon Dieu, pas mieux que d'obtenir. J'avais pris l'habitude des demi-confidences. Je vous torturais d'aveux, d'autant plus inquiétants qu'ils étaient incomplets. Nous trouvions, dans les larmes, une sorte de satisfaction misérable. Notre double détresse finissait par nous unir autant que du bonheur. Vous aussi, vous vous transformiez. Il semblait que je vous eusse ravi votre sérénité d'autrefois, sans être parvenu à me l'approprier. Vous aviez, comme moi, des impatiences et des tristesses soudaines, impossibles à comprendre. Nous n'étions plus que deux malades s'appuyant l'un sur l'autre. J'avais complètement abandonné la musique. La musique faisait partie d'un monde où je m'étais résigné à ne plus jamais vivre. On dit que la musique est l'univers de l'âme. Cela se peut, mon ami. Cela prouve simplement que l'âme et la chair ne sont pas séparables, et que l'une contient l'autre, comme le clavier contient les sons. Le silence qui succède aux accords n'a rien des silences ordinaires. C'est un silence attentif, c'est un silence vivant. Bien des choses insoupçonnées se murmurent en nous à la faveur de ce silence, et nous ne savons jamais ce que va nous dire une musique qui finit.